Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur la bulle French Fab. Je suis ravie de vous accueillir pour parler d'un sujet très important qui est la cybersécurité dans l'industrie. Alors, je me présente, je m'appelle Alice Sutra-Fourcade, je travaille chez BPI France à la direction de l'accompagnement et je m'occupe du développement et de la gestion de prestations de conseil à destination des dirigeants de PME et d'ETI. Donc aujourd'hui, je vais être accompagnée de deux personnes pour parler de ce sujet. Nicolas Guilloux, qui est directeur chez Almonde. Almonde est un des acteurs de référence du conseil dans la cybersécurité. Et Benjamin Givlet, qui est dirigeant de DSD Systems. Donc DSD Systems, c'est une PME qui conçoit et qui commercialise des solutions de maintenance assistée par ordinateur à destination des industriels. Et il est également membre de la French Fab. Alors pourquoi le sujet de la cybersécurité aujourd'hui ? La cybersécurité, vous le savez, ça devient vraiment un enjeu hyper important pour toutes les entreprises et en particulier pour les PME. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déplacement de la menace des grands groupes vers les PME qui sont de plus en plus attaqués et qui sont malheureusement de plus en plus victimes d'attaques réussies. On parle quand même de 300 000 attaques réussies en 2022 et parce qu'elles sont mal préparées. Souvent, ces attaques sont néfastes et peuvent même conduire à des fermetures d'entreprises. Donc c'est un sujet sérieux, important pour vos sociétés. Et aujourd'hui, on va essayer de le démêler en trois parties, avec une première partie sur la présentation du contexte de la menace, qu'est-ce qu'elle recouvre, qu'est-ce que ça veut dire, qui sont les attaquants, comment ils s'attaquent à vos entreprises. Ensuite, dans une deuxième partie, on aura le témoignage de Benjamin, qui va nous faire part de son expérience en tant que dirigeant et de la manière dont il a pris conscience de la menace et dont il a commencé à protéger son entreprise. Et enfin, on finira par une synthèse opérationnelle avec Nicolas, qui va donner des conseils pragmatiques et efficaces à mettre en œuvre dans vos entreprises pour commencer à vous protéger dès maintenant. Et je donne la parole à Nicolas, qui va commencer par se présenter. Je peux mettre le slide allemand, peut-être ? Bonjour. Le mien est beaucoup plus fort, je ne sais pas, ou le retour. Donc Almon, l'objectif, la mission qu'on a, c'est de permettre finalement aux entreprises de proposer des services de confiance. Et l'idée, c'est de les aider à mettre en place une trajectoire sécurité qui va être adaptée d'une part à leurs risques, mais également à leurs enjeux métiers et à leurs enjeux business. Donc comme c'est marqué ici, il y a quelques rappels. Finalement, on va intervenir. L'idée, c'est d'intervenir le plus possible en amont de la cyberattaque, parce que le mieux, c'est quand même qu'elle ne se produise pas. Donc, on va travailler sur des mesures de prévention, de sensibilisation, pour essayer de réduire le risque d'occurrence de l'attaque, et puis essayer de réduire aussi son pouvoir de nuisance. On va travailler également sur la mise en place de solutions de détection. On en reparlera tout à l'heure, mais l'important, c'est aussi de pouvoir détecter la cyberattaque, et on verra que c'est pas toujours très rapide. Et enfin, on va travailler sur tout ce qui va concerner la résilience de l'entreprise, à savoir comment est-ce qu'on repart une fois que c'est arrivé et comment est-ce qu'on redémarre correctement son activité. Donc voilà en quelques mots qui on est chez Almond. Benjamin, si tu veux... Donc du coup, chez DSD Systems, on est une PME qui a 20 ans, que moi j'ai repris l'an dernier avec des partenaires financiers, mais qui a 20 ans d'historique. On est basé à Eurotechnologie à Lille et on édite des progiciels de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Voilà, on a à peu près 200 clients en France et à l'international, grands groupes, ETI, PME. Et on est partenaire, donc on est un des partenaires fondateurs d'Euratech, c'est la station F dans le nord de la France. On est membre de la French Fab, French Tech et Tech in Fab. Donc pour nous, c'est un sujet important et surtout pour nos clients aussi. Parce que dans les solutions qu'on vend et qu'on commercialise, le sujet cyber est de plus en plus sollicité de par nos clients. Et évidemment, nous aussi, on se doit de garantir une infrastructure protégée vis-à-vis de nous et de nos clients. Je reviendrai dessus après. Super, merci tous les deux. Nicolas, est-ce que tu peux nous faire, pour commencer, un panorama de la menace qui concerne à la fois, comme je disais, les grands groupes, mais aussi les PME, et quels sont les principaux risques redoutés ? Oui, alors on va essayer de résumer quelques enjeux en quelques minutes, donc l'exercice n'est pas forcément facile. Mais ce qu'on constate finalement, c'est déjà... en fait, c'est un croisement entre plusieurs événements. D'une part, il y a une menace qui s'industrialise, c'est-à-dire que les groupes mafieux se sont quand même rendus compte que la cybercriminalité, c'était un business qui rapportait beaucoup et qui était quand même beaucoup moins risqué que d'autres activités illicites qu'ils pouvaient mener par le passé.
ce qui les a amenés finalement à investir sur le sujet et à être de mieux en mieux organisés et de mieux en mieux outillés pour pouvoir finalement augmenter le pouvoir de nuisance auprès des structures qu'ils pouvaient attaquer. Donc finalement, là, on voit qu'aujourd'hui, ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit par des temps de propagation d'attaques. C'est quelque chose qu'on observe, c'est un chiffre que tu as diffusé sur les réseaux aujourd'hui, 84 minutes, c'est ça 84 minutes pour finalement que l'attaquant arrive à répandre son attaque, c'est-à-dire à partir de la première cible qui peut être un poste informatique, qu'il arrive à finalement étendre son attaque à l'ensemble du réseau. Et ça, c'est à mettre au regard évidemment de la capacité de détection et de réaction qui est forcément supérieure, et donc il y a un risque qui est important. Donc voilà, vraiment une augmentation de l'efficacité côté hacker. Il y a des enjeux derrière qui sont multiples, des enjeux déjà financiers, on en a un petit peu parlé, mais là on parle de le coût de la cybercriminalité, on parle de milliers de milliards de dollars. Donc c'est quand même un chiffre qui est absolument sidérant. Juste pour l'Allemagne, ce qui est prévu cette année, c'est le coût de 200 milliards de dollars pour 2023. Donc on voit, voilà, il y a motivation financière évidemment, motivation idéologique. Vous êtes tous au courant du conflit Russie-Ukraine. En fait, c'est le premier conflit où il y a vraiment une cyberguerre associée et une opposition entre les nations, enfin entre la Russie et puis la Russie, l'Ukraine et leurs partenaires finalement sur le cyberespace. Donc et puis bon, des motivations stratégiques aussi. On peut parler notamment d'espionnage industriel, étant donné qu'on est sur un forum avec beaucoup d'industriels, mais il y a également un enjeu très fort là-dessus. Donc on se rend compte, voilà, hackers plus efficaces, des enjeux croissants et en même temps des entreprises finalement, et c'est un peu contre-intuitif, très vulnérables. Pourquoi? Parce que d'une part, une dépendance totale au SI. Si pour vos entreprises respectives, si on débranche complètement le SI demain, il y en a finalement assez peu qui sont capables de fonctionner correctement. Et en même temps, un manque de préparation, un manque d'investissement sur le sujet cyber et un manque de préparation finalement à la gestion de la crise cyber. Donc ça fait qu'on est sur quelque chose qui est... il y a vraiment un croisement qui montre que les entreprises sont aujourd'hui en nécessité d'investir sur le sujet pour pouvoir être capables de mieux répondre à cet enjeu. Super, merci Nicolas. Benjamin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton activité? Quels sont les enjeux de la cybersécurité dans ton entreprise et du fait que tu es beaucoup à l'interface avec des industriels? Et comment, toi, tu t'es mis en mouvement sur le sujet? Comment tu as commencé à diagnostiquer et finalement à emmener ton entreprise vers un niveau de protection plus élevé? Voilà, donc nous, en fait, on vend des progiciels de gestion à la fois à des grands groupes, des ETI, des PME, et en on-premise, c'est-à-dire installés sur le serveur de l'entreprise ou en SaaS. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est que du SaaS, Software as a Service. Donc du coup, on a la nécessité d'avoir une infrastructure cloud qui soit irréprochable au niveau cyber. Ces logiciels-là, ils pilotent pas directement la fabrication d'une entreprise, mais ils pilotent l'activité de maintenance. Et pour certains de nos clients, l'activité de maintenance, c'est leur sujet, en fait, c'est leur métier. On est l'ERP de ces sociétés-là. Tous ceux qui sont en multiservice ou qui font du facility management utilisent nos solutions comme ERP. Donc, assez rapidement, on s'est rendu compte de deux choses. Moi, quand j'ai repris la société, j'étais quelque part, comme beaucoup de patrons de PME, je n'étais pas forcément sensibilisé au risque cyber au-delà de ce qu'on peut entendre dans l'actualité. Et mon expert comptable m'a dit, attention, tu devrais regarder ce risque-là. Et je connais un courtier, donc le courtier Resco, qui est spécialisé en assurance cyber, qui m'a présenté Allemande, donc Nicolas. Et Nicolas m'a parlé en fait d'un dispositif qui pouvait me permettre de diagnostiquer mon entreprise sur le risque cyber. Donc j'y reviendrai après, mais ce qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte, que mes clients de plus en plus mettaient un questionnaire très développé en termes cyber dans leurs appels d'offres. Donc si je répondais pas oui, j'étais disqualifié direct. Ça, c'est un premier point. Et quand on s'adresse à des grands groupes, ça devient de plus en plus important. Et le deuxième point, quand j'ai lu le rapport d'Allemande sur la cybercriminalité, je me suis rendu compte que c'était une menace qui était multiforme. Donc pas uniquement la fraude au président ou le spamming, ou le phishing, mais c'était vraiment plusieurs formes combinées en même temps. Deuxièmement, c'était pas que les grands groupes, les ETI, mais il y avait aussi les PME, les TPE. Et ensuite, que ça pouvait tuer mon entreprise, tout simplement. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, alors attends, si, je me prive de marché parce que je coche pas les cases de cyber, et 2, je peux mettre mon entreprise au tapis parce que je fais pas attention, il faut que j'adresse le sujet très vite.
Donc c'est comme ça que je me suis quelque part intéressé à ces trois documents très importants qui sont le PASS, le plan d'assurance sécurité, le PRA, le plan de reprise d'activité, et le PCA qui est le plan de continuité d'activité. En fait, il ne faut pas confondre le plan de reprise et continuité. L'idée, c'est de dire, OK, si vous avez une attaque, en combien de temps vous remontez votre système d'information ? Donc, non seulement comment vous le protégez, comment vous reprenez l'activité et comment vous pouvez bridger entre le moment de l'attaque et le moment de la reprise pour continuer à servir vos clients. Et ces trois documents-là, je dois maintenant les donner à chaque appel d'offres, on va dire, au-delà de la PME. Donc, l'ETI ou les grands groupes, il faut que je fournisse un PASS, un PCA et un PRA en bonne et due forme aux personnes qui demandent l'appel d'offres. Donc c'est devenu non pas un dispositif pour se différencier, c'est devenu un dispositif pour se qualifier pour un appel d'offres. Donc là, ça a fait tilt. Et donc, quelque part, la stratégie cyber est au cœur de nos préoccupations en tant que PME éditrice de logiciels. Super, merci beaucoup. On va pouvoir montrer un peu comment se déroule une démarche cybersécurité. Est-ce que tu vas parler de la manière dont ça s'est passé dans ton entreprise ? Tout à fait. Donc, comme je disais, je suis passé par un courtier en assurance cyber qui est Resco, qui m'a présenté à Allemande. Et Nicolas, quand je l'ai vu, m'a dit mais il existe un dispositif qui a un audit cybersécurité et qui permet en fait de faire un scan de les fonctions. La BPI France porte une partie de donc c'est dans le cadre de la BPI France et c'est un dispositif qui est adapté aux PME. Donc moi je me suis dit ok, je suis pas un grand groupe, je peux pas me payer un audit de 100 000 € dessus, mais en revanche je vais commencer par ce dispositif et je vais faire un scan rapide de l'état de la cybersécurité dans mon entreprise pour ensuite prendre des actions concrètes et ciblées. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif qui vaut, moi j'ai plus le prix en tête, mais c'est quelques milliers d'euros, donc c'est abordable pour une entreprise comme la mienne. Les recommandations, notamment avec Allemande, que j'ai eu l'occasion d'accueillir chez moi pour ce dispositif, elles sont pragmatiques. C'est-à-dire il n'y a pas une liste de 2000 questions auxquelles mon responsable technique n'aurait pas pu répondre. L'intervenant Steven est venu chez nous, il a passé une journée avec mon responsable technique. À la fin de la journée, on avait fait une sensibilisation auprès des collaborateurs sur la cybersécurité et on avait pu aussi adresser les points principaux et j'ai en main un rapport qui permet de dire ok, je sais exactement ce que je dois faire. Donc c'est pragmatique et quelque part je sais qu'à Allemande, qui est une entreprise qui a pignon sur rue, j'ai confiance dans leur expérience dans ce domaine. Donc quelque part ça me rassure. Moi je sais pas grand chose en cybersécurité, mais je suis rassuré que eux aient les bonnes pratiques et le benchmark. Donc, voilà. Et puis peut-être Nicolas, tu peux parler un peu du dispositif en lui-même et de ce qu'il y a dedans. Très rapidement, puisqu'on... Je crois que c'est les deux micros côte à côte, c'était moi. Très rapidement, on va se baser, on en reparle un petit peu après, mais on va se baser sur des référentiels qui sont assez accessibles. C'est pour ça que finalement, les démarches d'audit initial arrivent à être assez compactes. Donc on va prendre ce qu'on appelle l'hygiène informatique comme référentiel. C'est des documents qui sont accessibles, gratuits, publiés par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, donc qui s'appelle l'ANSSI, enfin l'acronyme de l'ANSSI. Et donc on va identifier sur les grandes thématiques de l'hygiène, finalement, quel est le niveau de couverture de l'entreprise par rapport à ce qu'on peut attendre. Et quand on parle d'hygiène informatique, on pourrait comparer ça au geste barrière. C'est pas un niveau absolu de sécurité, ça c'est pas l'objectif. L'idée, c'est d'atteindre un niveau minimum qui fait qu'on ne va pas être trop exposé demain et que l'entreprise, le coût de l'attaque pour l'attaquant va être d'un certain niveau et va plutôt le dissuader de s'attaquer à votre entreprise. Merci Nicolas. Je vais juste me permettre de rajouter quelques éléments puisque vous avez ici à l'écran des exemples de supports de restitution. Donc c'est ce que peut donner un audit de cybersécurité dans votre entreprise. Donc, vous voyez, vous avez un radar qui est basé sur le guide d'hygiène de l'ANSSI, donc de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui permet vraiment de vous situer par rapport à une moyenne si vous effectuez ce diagnostic. Donc on va dire que la moyenne est à 50%. On voit qu'il y a des axes sur lesquels l'entreprise est plutôt dans une bonne dynamique, d'autres sur lesquels elle doit vraiment travailler. En tout cas, ça permet vraiment d'avoir un regard à 360 sur son activité relatif à la maturité en cybersécurité. Et ensuite, évidemment, le consultant ne va pas vous laisser juste avec ses constats. Il va vous fournir un plan d'action de remédiation qui vont permettre d'augmenter votre niveau de cybersécurité. Avec ici, on a un exemple de top 5 des actions à mener afin d'aider cette entreprise à travailler sur les différents axes qui sont un peu en souffrance. Et on va pouvoir peut-être en reparler un peu après dans les recommandations génériques à effectuer dans les PME. Et juste pour
complémenter ce que Alice et Nicolas ont dit, ce qui a fait tilt pendant l'audit pour moi, c'est de voir à quel point le facteur humain était primordial en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste l'architecture de mon système d'information, c'est aussi la manière dont mes collaborateurs utilisent, réfléchissent et réagissent par rapport à un email d'intrusion. C'est-à-dire que s'ils ont la mauvaise idée de double-cliquer sur le fichier et de le sauvegarder sur le réseau, juste par une action un peu irréfléchie, ils peuvent mettre en danger tout le SI de l'entreprise. Et donc, quelque part, le facteur humain est adressé dans l'audit. Et je peux vous garantir que la sensibilisation que le consultant a fait à mon équipe a été un facteur assez fort de réussite de cet audit. Et deuxième point, voilà, on va ensuite regarder tout ce qui est test de pénétration, donc pen test, de façon à pouvoir, en mode plutôt bienveillant, sensibiliser les collaborateurs et puis voir comment ils réagissent en temps réel à un email d'intrusion ou une tentative de pénétration. Et dernier point, on a regardé aussi tout ce qui est fraude au président. Je ne sais pas qui connaît la fraude au président. Ok. Donc c'est un hacker qui se fait passer pour vous, qui appelle votre assistante et qui demande un virement de quelques centaines de milliers d'euros immédiat, sans sécurité. Bon, on a mis en place un dispositif avec notre banque pour avoir une double signature et avoir une validation systématique pour tout virement dépassant 5 000 euros. Juste le fait de mettre ça en place, ça a sécurisé tout le monde, y compris nos partenaires financiers, sur ce type de fraude. Voilà, ce sont des actions très simples, mais qui, quelque part, mettent un premier niveau de sécurité qui rend l'attaque beaucoup plus difficile. Et ce point-là, il a été noté en point positif, hein, ce process-là sur l'audit. Maintenant qu'on vous a bien sensibilisé au risque cyber et qu'on a entendu l'expérience de Benjamin, je vous propose de passer à une stratégie concrète et opérationnelle de protection avec quelques mesures essentielles recommandées à mettre en œuvre dans votre société. Bon, on a voulu limiter le nombre de points parce que l'idée, c'est de se concentrer sur l'essentiel, que vous puissiez repartir aussi avec quelques éléments concrets pour vous, peut-être pour échanger en interne avec votre responsable informatique, pour échanger peut-être avec votre prestataire informatique si toute cette partie-là est externalisée. Et donc voilà, on est vraiment sur des choses qui sont compréhensibles et que vous allez pouvoir travailler. Le premier point, bon, il y a 5 points, mais souvent c'est un peu 2 points dedans à chaque fois. Mais, faire de réelles sauvegardes des données essentielles. En fait, il y a 2 aspects. Le premier, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour ma structure. Qu'est-ce qui fait que demain, si on vous en prive, l'entreprise peut être en difficulté pour continuer. On avait cette discussion tout à l'heure avec Benjamin. C'est évidemment pas la même chose en fonction de l'entreprise, mais il faut l'identifier et il faut le protéger en priorité. C'est ce nos approches, on ne peut pas tout bétonner quand on parle de sécurité, donc on fait une approche par les risques, et donc on va essayer de mettre l'accent forcément sur les éléments les plus critiques. Et donc évidemment, il faut les sauvegarder. Qu'est-ce qui fait la différence entre un incident embêtant, parce que c'est jamais agréable de subir une cyberattaque, et un incident catastrophique, c'est cette capacité à repartir avec des données, avec les données stratégiques de l'entreprise. On a une activité de réponse à incident, on voit bien les deux, on a fait les 2 exercices, il y en a un qui est quand même beaucoup plus confortable que l'autre. Et donc là, voilà, c'est plusieurs sauvegardes. Bon, il y a des règles, 3-2-1 par exemple, 3 sauvegardes, 2 supports différents, une sauvegarde hors site. Vraiment, l'idée, c'est repartir. Je pense que vous avez dû suivre l'actualité. Il y a un hébergeur qui a eu un data center qui a grillé, qui a flambé il y a 2-3 ans. Malheureusement, des entreprises ont tout perdu parce qu'elles avaient mis toutes leurs données sur le même data center. Elles avaient un niveau de service qui n'était pas bon. Et du coup, malheureusement, elles ont tout perdu. Deuxième point, alors c'est bien, t'en as parlé, donc on a gagné du temps là-dessus. Sensibiliser les utilisateurs. Je rencontre beaucoup d'entreprises. J'ai pas vu d'entreprise qui faisait trop de sensibilisation. Je pense que c'est vraiment un investissement à faire parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs qui passent beaucoup d'incidents qui passent par une erreur utilisateur. Et donc il faut passer du temps dessus. On verra sur une planche, peut-être la planche d'après, qui a en plus des supports disponibles, gratuits. Donc il faut mettre en place une démarche à ce niveau-là. Et puis, pas oublier l'équipe IT. Même en tant que dirigeant, c'est vrai qu'ils sont plus sachants que vous la plupart du temps sur le volet informatique. Mais plus sachant ne veut pas dire qu'ils sont exempts finalement de sensibilisation. Et pour avoir mené des campagnes de phishing sur des équipes informatiques, on a eu parfois des taux de clics qui étaient absolument colossaux parce que justement ils se sentent un peu à l'écart. Bon, je me ferai peut-être pas que des amis informaticiens aujourd'hui, mais voilà, faut sensibiliser tout le monde. Troisième point, on en discutait aussi, activer l'authentification forte.
sur les logiciels essentiels. Authentification forte, je pense que presque tout le monde connaît, je rappelle, c'est notamment double authentification quand vous allez sur votre banque, hein, vous mettez un SMS en complément pour vous connecter. C'est le même principe qui doit être appliqué pour les logiciels stratégiques ou pour les accès stratégiques. Je pense notamment pour vos collaborateurs qui sont en télétravail, ils utilisent un VPN en accès extérieur, et faut quand même se vérifier que la personne qui se connecte, c'est bien la personne qui a le droit de le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à mettre en place. Ça est intégré sur un certain nombre de solutions, typiquement Microsoft 365, où beaucoup de logiciels intègrent de la double authentification, donc vous pouvez tout à fait l'activer. Et sinon, vous avez des outils logiciels qui existent, qui peuvent vous permettre de le mettre en place aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est stratégique et qui est demandé, d'ailleurs, tu parlais des assureurs tout à l'heure, qui est demandé systématiquement aujourd'hui pour les dispositifs de cyberassurance. Troisième point, j'ai les violons avec, j'ai pas de mauvaises nouvelles à annoncer pourtant. Mettre à jour ses équipements, c'est aussi un point qui est hyper important. Et d'ailleurs, hein, toutes ces mesures-là, finalement, elles vous concernent aussi à titre personnel. Hein. Mettre à jour ses équipements, on reçoit des mises à jour sur notre téléphone très régulièrement. On ne le fait pas toujours. Les plus réactifs pour regarder les mises à jour, finalement, sont les pirates. Ils font du rétro-engineering et ils regardent que vient corriger ce patch. Ce patch, donc ce correctif. Qu'est-ce qu'il vient corriger ? Et de fait, il vient corriger une vulnérabilité. Et donc, ils vont regarder comment ils peuvent exploiter cette vulnérabilité auprès du plus grand nombre. Il y a eu des failles majeures. Je pense à la faille sur Microsoft Exchange. Je crois que c'est l'an dernier. Il y a eu des cartons monumentaux là-dessus. Et il y avait un patch qui existait. Les sociétés ne l'ont pas mis en place. Et malheureusement, ils se sont fait attaquer dessus derrière avec des conséquences importantes. Donc voilà, ces mises à jour, c'est vrai pour nos objets du quotidien, mais c'est en particulièrement vrai pour l'entreprise. Il faut absolument mettre en place une politique de mise à jour et le faire de façon régulière, sinon vous allez vous exposer beaucoup trop facilement. Dernier point, ça va, on est à peu près bon encore sur le timing, je surveille. Encadrer ses utilisateurs et ses prestataires. Donc là, de la même façon, il y a un peu deux points dans le même. Déjà, ces utilisateurs, le premier point, je pense, la première question à se poser, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir des personnes administrateurs de leur poste au sein d'une entreprise ? Sincèrement, dans la plupart des cas, la réponse est non. Alors, beaucoup répondront oui, on peut en discuter après si vous voulez, hein. Mais on peut tout à fait mettre en place une bonne politique de gestion des outils et limiter les accès et les autorisations. Demain, si vous avez un utilisateur qui se fait... il y a une intrusion sur un de ses postes et dont on récupère les accès utilisateurs, s'il est administrateur de son poste, malheureusement, l'attaque, elle va faire très mal, en fait. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez gérer. Et plus largement, il faut être capable de bien gérer les accès. Il n'est pas indispensable que la personne qui gère l'accueil ait accès à l'ensemble des données de l'entreprise, par exemple. Je donne des caricatures un petit peu, mais voilà, il faut que les niveaux d'accès soient justifiés par rapport aux responsabilités de chacun. Et ces prestataires, ça c'est l'autre point. Finalement, il y a beaucoup d'informatique qui est externalisée aujourd'hui. Vous vous basez sur des prestataires informatiques, vous vous basez sur des solutions logicielles, tu parlais comme la tienne, hein, solutions SaaS. Il faut demander et se renseigner sur le niveau de sécurité que ces entreprises-là s'appliquent elles-mêmes, appliquent à vos échanges, parce que finalement, ils vous exposent, ils ont un pouvoir finalement sur vous qui est quand même assez important. Ils vous rendent des services, mais en même temps, il y a un pouvoir de nuisance potentiel. Donc il faut vérifier que d'un point de vue contractuel et que d'un point de vue même sécurité, on a des éléments qui sont plutôt rassurants. Donc deux choses à ajouter par rapport à ce que Nicolas dit pour illustrer son propos. Chez moi, il y a une seule personne qui est administrateur et qui connaît les codes d'administration. Donc on sait où ils sont dans un dossier, mais il y a une seule personne qui les connaît, qui est capable. Moi, je ne peux pas installer des logiciels moi-même sur mon poste. Alors je râle souvent, mais mon directeur informatique me rappelle que c'est vital, que je n'ai pas ce que je vais être la personne la plus attaquée. Deuxième point, on a lancé aussi, de la même manière que nos clients le font avec nous, un processus de vérification auprès de nos propres sous-traitants, et notamment ceux avec qui on est en SaaS, nos solutions CRM, ERP et comptabilité, etc. On les interroge maintenant sur leurs propres pratiques cyber. On a des surprises. Donc n'hésitez pas à interroger vos propres sous-traitants sur leurs pratiques cyber, parce que vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément au courant, et du coup vous les envoyez à Nicolas qui pourra les conseiller sur les bonnes pratiques cyber. Voilà. À la BPI. Et via la BPI, bien évidemment. Super, merci beaucoup pour ces témoignages. On ne va pas vous laisser repartir sans quelques ressources essentielles. Juste comme il nous reste 5 minutes, je propose qu'on passe peut-être aux questions.
et que ensuite on voit si on a le temps de commenter cette slide. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions sur ce sujet? Oui, j'arrive avec le micro. Bonjour messieurs, une petite question, quelle est la place du droit puisque donc il y a des audits qui sont réalisés pour s'assurer la sécurité des données, aussi parce que forcément si des utilisateurs ou des clients se font fuiter leurs données, ils peuvent réagir de manière juridique. Est-ce qu'il est donc nécessaire pour les sociétés aujourd'hui d'être constamment entourés d'avocats, de juristes, de personnes qui sont en mesure de pouvoir les conseiller pour justement soit l'audit ou alors d'autres éléments, mais pour se protéger juridiquement parlant, au-delà de l'aspect cyber? Merci Alors, pour cette question. Je vais répondre très rapidement. Nous, on a pris un cabinet d'avocats spécialisé dans le cyber et les RGPD pour adresser spécifiquement ces deux sujets. Et je pense qu'on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Parce qu'ils ont été hyper pros. C'est pas donné, mais on a vu un certain nombre de sujets auxquels on n'avait même pas pensé. Donc je pense que ça devient de plus en plus un facteur important dans la gestion juridique d'entreprise. Et on est une petite PME. Il y a un sujet de responsabilité qui peut être énorme. Demain, si vous êtes, vous, sous-traitant, fournisseur d'une entreprise, que vous la compromettez, il faut regarder d'un point de vue contractuel quelles sont les responsabilités qui sont définies. Si demain, vous répondez à des questionnaires, pareil, comme tu disais, qui sont demandés par des gros clients pour leurs sous-traitants, vous pouvez avoir tendance ou envie de mettre oui partout. C'est un peu comme les assurances. Mais s'il y a un carton demain, vous pouvez être responsable aussi. Donc je pense que c'est effectivement très important soit de se faire accompagner ou d'avoir la compétence en interne pour pouvoir regarder très attentivement ce sujet contractuel et les sujets de responsabilité que l'entreprise peut avoir par rapport à ses clients. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas. Non, pas de questions? Alors moi, j'ai une question pour vous. Qui a mis en place une politique cyber ou un audit cyber dans la salle? Et peut-être que vous voulez nous parler rapidement de votre expérience, peut-être. Alors moi, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue d'attaque juridique liée à un problème de perte de données où j'ai été attaqué, donc mis en justice. Donc pour l'avoir vécu, quand vous parliez de la nécessité de bien encadrer contractuellement et surtout de ne pas négliger en fait quand vous prenez la main à distance sur un site. Quand tout va bien, tout va bien. Le jour où vous êtes attaqué et que vous ne pouvez pas prouver ce que vous avez fait comme action, l'expert, lui, c'est un expert d'assurance. Donc lui, il va raisonner sur du factuel. Si vous ne pouvez pas prouver ce qui a été fait comme manipulation sur les données du site en question, c'est votre parole contre la parole finale du client. Et moi, pour l'avoir vécu, quand vous commencez à avoir les chiffres qui montent, parce qu'une perte de données, ça peut être des données de production, ça peut être des données liées à l'image de l'entreprise. Moi, c'était un groupe de luxe, donc je vous laisse imaginer jusqu'où ça peut aller. Et donc, c'est juste un message que je fais passer pour appuyer ce que vous dites, mais globalement, il ne faut pas sous-estimer, quand vous avez des prises en main à distance par des fournisseurs chez vous, de penser à bien administrer et contrôler et même tracer aujourd'hui ce que font vos sous-traitants sur vos sites. Et c'est vrai même pour les gens qui interviennent. D'ailleurs, c'est une protection, je dirais, bilatérale. Mais voilà, nous, on s'est fait prendre. C'est encore en instruction. Mais voilà, c'est des périodes qui sont quand même très difficiles à passer, je vous le garantis. Donc voilà, tout ça, ces sujets-là. Alors moi, je vais vous parler de la couche OT. Vous parlez plutôt sur la couche IT. Mais moi, je travaille beaucoup avec des gens de l'OT où il y a encore un problème de culture. La cyber est encore, on va dire, pas arrivé dans les esprits de tout le monde. Voilà. Mais tout ça pour dire que oui, c'est un sujet qui est extrêmement prégnant aujourd'hui et que méfiance. Et moi, je signe des assurances de cybersécurité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une assurance dédiée cyber dans mes projets, en plus de l'assurance civile classique. Merci pour votre témoignage. Lorsqu'on se retrouve avec un mail qui nous indique qu'une société avec laquelle on est en contact a subi une attaque, comment se faire accompagner pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et jusqu'à quel niveau de données ou quel niveau de pénétration l'attaque est grave ou moins grave.
Merci. Je vais essayer rapidement. Rapidement, oui, il nous reste le temps. Alors déjà, normalement, quand une entreprise subit une cyberattaque, elle doit, notamment s'il y a une fuite de données à caractère personnel, excusez-moi, elle est censée faire une déclaration et aussi prévenir, enfin déclaration près de la CNIL et puis prévenir ses partenaires, fournisseurs, etc. Voilà, certains le font plus ou moins. Est-ce qu'il faut... Après, derrière, je pense qu'il est intéressant d'échanger avec eux, de prendre contact, de voir quel est le niveau effectivement de compromission et puis d'identifier, finalement, vous, c'est un fournisseur comme un autre, donc c'est presque votre stratégie sécurité qui rentre en compte, comment vous pilotez vos fournisseurs et effectivement, quels sont les impacts éventuels qu'ils peuvent vous causer. Mais je pense une bonne communication avec eux pour déjà essayer de comprendre est-ce qu'il y a un vrai risque et est-ce que vous risquez vous-même d'avoir été compromis ou pas. Merci Nicolas. Ouais. Bon, Peut-être que vous pourrez poursuivre la discussion en dehors de cette présentation. Merci à tous pour votre participation. On espère vous avoir donné envie de prendre ce sujet au cœur de vos préoccupations stratégiques. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi au Big. Merci à tous.